Chers amis, bonjour. Deuxième émission de Genix du mois. Alors, ce mois-ci, il n'y en aura que deux parce que notre ami Castellan a toujours ses problèmes de connexion. Mais je suis toujours accompagné du colonel. Colonel, comment vas-tu? Très très bien depuis la dernière fois. Tonio aussi est avec nous. Comment vas-tu, Tonio? Oui, bonsoir Abba, bonsoir colonel, et bonsoir à tous. Et je vais toujours bien. Colonel, tu vas nous parler de quoi pour cette émission? On va évoquer la politique des partis et j'ai envie d'évoquer ce qu'était la royauté, histoire de brosser tout cela à grands traits pour rappeler aux gens, si les gens qui ne sont pas familiers avec la royauté, qu'ils puissent commencer à prendre le chemin, on va dire. Eh bien, on a hâte de t'écouter. Je vais te dire pourquoi tu es là. Commande le passé, commande... Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. Commande le présent, commande le passé. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Qu'est-ce que le premier catéchisme? Sais-tu exactement de quoi je parle? Tu honoreras le consommateur. De la matrice. Eh bien, je vais commencer par une citation de George Washington. C'est son discours d'adieu le samedi 17 septembre 1796. C'est un extrait dans lequel il dit la chose suivante. Je cite. Les partis politiques peuvent répondre aux attentes du peuple de temps à autre, mais ils sont susceptibles au cours du temps et des événements de devenir de puissantes machines par lesquelles des hommes rusés, ambitieux et sans principe seront en mesure de renverser le pouvoir du peuple et d'usurper pour eux-mêmes les rênes du gouvernement, détruisant ainsi ceux-là même qui les ont élevés à cette position de domination injuste. Je trouve que cette citation, alors bon, c'est pas que j'ai une admiration folle pour George Washington, mais ne l'oublions pas, il est quand même à l'origine de la guerre de 7 ans, je vous rappelle l'affaire de Jumonville, mais en tout cas, Ah oui. oui. Pour ce qui est de cette citation, je la trouve tout à fait pertinente, et je trouve qu'elle a un écho tout à fait retentissant avec ce que nous vivons aujourd'hui. Enfin, qu'on est exactement dans le cas où, en se servant des partis, des hommes rusés, ambitieux et sans principe, se sont hissés au pouvoir. Déjà, hein. En fait, ce que j'avais envie de vous évoquer ici, c'est les grandes lignes du Royaume de France sur fond de politique des partis. C'est-à-dire que aujourd'hui, la politique des partis est en train de, comme le souligne George Washington, merci George, est en train de révéler sa vilaine figure. Les gens, le peuple est dans une grogne totale. D'ailleurs, il y a un article qui est paru en 2004. Quel avenir pour les partis politiques dans les démocraties contemporaines? Je vous cite aussi le début de l'article. La situation politique de ce début du XXIe siècle est paradoxale. Elle oscille entre alignement et désalignement des citoyens face au cadre de la compétition démocratique. Déjà, compétition démocratique, à mon sens, il y a déjà un problème. Le modèle de la démocratie pluraliste est plus que jamais au cœur du consensus civique dans les sociétés libres, entre guillemets, et la légitimité des gouvernements élus n'est plus remise en question. Voilà. Donc là, en fait, on est vraiment sur la proposition républicaine. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a assassiné Louis XVI, il a fallu pour que les républiques, je parle bien des républiques, hein, puisque il y a la France, mais l'œuvre civilisatrice de Monsieur Napoléon Bonaparte a été particulièrement efficace et a permis en fait à la Révolution française de s'exporter à travers toute l'Europe. On le remercie vivement, n'est-ce pas, hein? J'espère que vous noterez le cynisme. J'apprécie. Mais grâce à, n'est-ce pas, grâce à ce grand homme, nous vivons dans un espace qui est républicain et qui est acquis. Aujourd'hui, vous posez la question à n'importe quelle personne autour de vous, vous lui expliquez que vous êtes royaliste, déjà, dans la majeure partie des cas, vous voyez passer derrière le regard de la personne une espèce de vide intergalactique. Royaliste, c'est quoi? Ça existe encore. Des hot dogs? Cassette dans sa diablerie. Qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez des frites? Juste une fois. Ah oui, les royalistes, c'est ceux qui font les frites, c'est connu. Alors voilà. En gros, nous n'évoquons rien. Nous n'évoquons rien parce que l'œuvre républicaine a été particulièrement efficace, il faut le reconnaître, et la royauté a été totalement effacée du paysage. De la même manière que le prêt à intérêt règne en maître sur les finances. Aujourd'hui, on va vous expliquer que c'est normal, lorsque l'on prête de l'argent, il faut absolument que la personne qui prend le risque puisse en tirer un bénéfice. De la même manière, la République est là, elle est installée, et on n'envisage même pas un autre système. Et c'est bien le problème.
Parce que les gens que nous voyons dans les rues en ce moment, je le disais la semaine dernière, ils sont dehors parce que, et c'est légitime, on ne leur assure pas une vie digne et on ne reconnaît pas la recherche du bonheur. Ces gens, en fait, recherchent tout simplement le moyen d'exister sans être en train d'être tracassés par toutes les vicissitudes de la société capitaliste, consumériste, etc. Oui, et si on reprend Pardon, excuse-moi de te couper. Non, je t'en prie. Si on prend un peu le sujet de la semaine dernière, les révolutionnaires, enfin ceux qui disent révolutionnaires là-dedans, veulent une 6e république. Voilà, ils pensent pas à autre chose. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils en ont pas assez. En fait, ce qui est très amusant, et j'ai constaté ça en discutant avec des gens qui étaient très très marqués à gauche, la présence de l'État les écrase, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent plus d'État. C'est-à-dire qu'ils ont demandé le revenu universel, par exemple. Je peux vous citer un autre exemple qui est tout à fait frappant, c'est-à-dire que communiste un jour, communiste tu resteras. Nous évoquions les déserts médicaux. Et en fait, ce monsieur était en train de dire, oui, alors il y a le consensus, on peut les inciter, il y a l'incitation, mais que lorsque l'incitation ne marche plus, il faut utiliser la coercition. C'est-à-dire qu'un étudiant en médecine qui sort de médecine, on doit l'obliger à servir l'État pendant 5 ans dans les déserts médicaux. Alors donc, ce que ces gens veulent est un État totalitaire. Ça s'appelle pas autrement. Il n'y a ici aucune place pour la liberté. Non, ça c'est clair, oui. Mais donc, comme je le disais, voilà, ces gens en fait râlent contre l'État, mais ils veulent plus d'État. Ça, c'est la pensée révolutionnaire, républicaine, comme vous voulez. Et c'est là en fait où nous, qui sommes les défenseurs de la royauté, devons assumer cette position. Et cette position, je pense que ces dernières années, nous ne l'avons pas assez mise en avant sur le cercle, en tout cas dans les émissions du Cercle Richelieu. Certains me rétorqueront que, comme elle est la tenante en fait de la légitimité, des traditions, etc., elle est en soi, elle est de droite. Ok, je veux bien. Mais lorsque l'on parle de la droite et de la gauche républicaine, pour ce qui est des partis, nous ne sommes ni à droite ni à gauche, nous sommes bien au-dessus de cela et bien au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il a fallu, entre guillemets, vous me pardonnerez le barbarisme, ubériser la royauté, l'atomiser, pour créer la République. Ça se retrouve dans l'histoire des partis politiques. La République, en fait, pour qu'elle puisse exister, il lui a fallu éliminer, dans un premier temps, la personne du roi, ce qui était fait lorsqu'on a assassiné Louis XVI, parce que le roi était donc le lieutenant de Dieu sur Terre. Alors dans un monde où la religion est reléguée au rang d'un mythe, ça peut faire sourire certains. Et comme on a éliminé le lieutenant de Dieu sur Terre, il a fallu ensuite se charger de la religion catholique. Et là aussi, les défenseurs de la République pourront dire ce qu'ils veulent. La République, au fil de ces 234 années à peu près, s'est évertuée à éloigner les gens des églises et à vilipender la religion catholique. Ce faisant, ça permettait également de détruire la proposition de base qui est la famille. Le plan de Dieu, c'est bien cela, c'est la famille, c'est la procréation, etc. Détruisant les bases de la société, la famille, il a été par la suite un petit peu comme une meute de loups séparait chaque victime du troupeau. Il a été facile de s'acharner sur les citoyens un par un, puisqu'en fait ils ne peuvent plus faire famille, donc maintenant en fait ils ne font même plus société. On est en plein dans alors que ce soit volontaire ou pas, c'est pas là la question. La question est donc d'avoir réussi à atomiser la société pour mieux la contrôler et pour la mener en fait vers ce que aujourd'hui nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous. Je vous passe tous les délires de changement de sexe, etc. C'est une sorte de McDoisation de la société, c'est-à-dire que vous retrouvez la même chose partout. C'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe, vous allez retrouver des gens qui ne sont ni des Allemands, ni des Européens, mais des gens hybrides, à moitié africains, chinois, indiens. Voilà, des nuggets. C'est ça, tout à fait, du nuggets. Ouais, voilà, c'est des chicken nuggets, quoi. Ah, excuse-moi, colonel, j'ai coupé ton tunnel. Tout à fait. C'est pas grave. Je continuerai le découpage, si tu permets. Allez-y, Tony. Vas-y. C'est que cette idée de liberté donc individuelle oublie complètement le premier principe de la liberté. On rappelle, la liberté selon l'Église catholique, c'est la possibilité de faire le bien. Et comme depuis le XVIIIe siècle, si on remonte pas à Guillaume d'Occam, etc., au personnalisme, l'individualisme en fait transforme la mentalité. C'est exactement là-dedans qu'on est. C'est au nom d'une certaine liberté en fait qui n'a aucun sens réel, on est complètement aliéné.
Absolument. Et comme le disait dans un de ses livres un ancien ministre de l'Éducation nationale, je crois que c'était Payon, oui. Il disait que l'école était là pour de bons républicains et non pas pour éduquer les enfants. Voilà. Enfin, instruire, pardon, les enfants. En fait, ce qu'il disait très exactement dans son bouquin, parce que je l'ai lu, oui, il faut pas lire que ce qui est de notre côté, il faut lire aussi ce qu'écrivent nos ennemis. C'est très instructif. Absolument. Ce qu'il disait, c'est que, en fait, 1789 n'avait pas terminé la Révolution, il fallait la continuer encore aujourd'hui, au XXe et au XXIe siècle. C'est ça. Et que il fallait arracher les enfants au déterminisme de la famille et de leurs racines, à la fois familiale et sociale. Dans ce passage, il parle même de la nouvelle religion républicaine avec ses Exactement. prêtres et sa liturgie et sa transsubstantiation. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. La Révolution française a échoué. Et puis, une deuxième république, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin. Et retour de l'Empire. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république, c'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, sont des gens qui sont venus à la République avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme. Religion démocratique en ce sens que, dans le fond, le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes. Ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain et socialiste. Et c'est pour ça que d'ailleurs une des questions qui se pose à l'époque, c'est religion ou irreligion. Et c'est tout le problème du processus de sécularisation, c'est de savoir est-ce que cette irreligion elle-même n'est pas aussi une forme moderne de religion. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors donc produire des citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension. Nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné des morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui portent un certain nombre de valeurs. C'est effroyable. Celle qu'avait déjà initié Robespierre, d'ailleurs, quand il parlait de la nouvelle religion. Ah bah oui, non, attends, on rappelle qu'il était le grand pontife. L'être suprême. Hein. Oui. De la religion. N'est-ce pas tout à fait. Alors, je voudrais donc, pour filer en fait le sujet, tout de même, rappeler... la vie d'un sujet du roi n'était pas comme on nous le rabâche sans cesse dans l'éducation républicaine, un enfer à l'esclavage. Hein, c'était pas le cas. Parce que c'est vrai qu'il est aisé pour les hommes de notre époque de regarder en arrière et de voir un paysage noir de désolation, etc. Des famines, l'analphabétisme, la misère sociale, les guerres, etc. Bon, la période médiévale n'était pas une période calme et confortable. Ah, c'était pas tout rose, non, ça c'est sûr. C'est certain que c'était pas confortable. Mais les gens connaissaient le prix de la vie, parce qu'ils connaissaient la mort déjà, premièrement. Ensuite de cela, dans les temps anciens, il ne faut pas croire que les gens n'avaient pas les mêmes problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, en fait. Si vous observez bien cette période-là, ils avaient les mêmes aspirations que nous avons aujourd'hui. Ils râlaient contre les taxes, comme nous râlons aujourd'hui. C'est vrai pour la plupart des époques, d'ailleurs, même vous redescendez à la période antique dans l'Empire romain. Oui. Voilà. Et puis s'ils voyaient les taux d'imposition que nous, on a aujourd'hui comparé à ce que eux, ils avaient à l'époque, franchement, alors, ça a rien à faut voir. faire aussi attention à ça. En termes d'impôts directs, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi haut, mais en termes d'indirect, il y a des moments où des pays de grande gabelle
payer jusqu'à 50% de leur budget en taxes directes et indirectes. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et ça mais c'était ponctuel. Il faut le dire. Ah oui, non, après, non, c'est important ce que tu dis. Ah oui. C'est très important ce que tu dis, Tonio. Il ne s'agit pas là, non, de brosser un paysage idyllique. Parce que le monde est injuste, et a priori, le paradis n'est pas sur Terre. Hein. Donc, peut-être pas... C'est vrai. Mais même pour donner un exemple de l'injustice de l'époque, tout bête, en 1680 par exemple, pour deux provinces très équivalentes en termes de population, là où la Bourgogne est très riche et l'Anjou, la Touraine assez pauvre, la Bourgogne avait 400 000 livres de taxes à payer contre 2,2 millions pour la Touraine, qui pourtant était plus pauvre. Ouais. Bon, c'est un exemple concret et exact. Oui. Il montre que d'un côté l'inégalité est pas en fait entre les différentes classes sociales, si on peut parler de classe sociale. Tout à fait. Tout mon propos ici est de dire que en fait, il ne faut pas être candide. Les inégalités existaient. Et d'ailleurs, il est bien là le mensonge révolutionnaire et le mensonge républicain, c'est l'égalité, l'égalitarisme. Et c'est très curieux parce que je m'amuse très souvent, à part quand je parle à des gens, j'ai un métier qui me permet de rencontrer énormément de gens, et à chaque fois que je leur parle de l'égalité et que je leur dis non, je suis pas d'accord, on n'est pas tous égaux, la majorité des gens vont répondre ah bah non, c'est vrai, on n'est pas tous égaux. Évidemment, ça, évidemment. C'est assez succulent quand même, je vous avouerai. Alors, il est également complètement illusoire de croire que aujourd'hui, un lambda, un citoyen, un kidam, peut se trouver à l'Élysée. Le système républicain est encore plus cloisonné que le système politique qui était le nôtre aux époques glorieuses du Royaume de France. Dans le sens où, déjà, en fait, on n'avait pas forcément des aspirations démentes. C'est-à-dire que, je sais pas, un paysan, un forgeron, etc., il pouvait compter sur sa corporation, par exemple. Et c'était tout à fait grand et honorable que de devenir un maître maçon, par exemple, ou un maître... un maître charpentier, pas un maître franc-maçon, commencez par ricaner, je l'entends déjà. Ouais. Et oui, en même temps, tu nous tends la perche, alors forcément, on va la saisir. C'est quand même déplorable d'avoir sali une profession qui est tout à fait honorable, qui est celle de bâtir, quand même. Bref. Ouais, c'est clair. Voilà. Par ailleurs, je l'ai un peu évoqué la dernière fois, est-ce que c'est vraiment la place des obscurs que de diriger la destinée d'un pays entier ? Sont-ils compétents ? Mais c'est des bourgeois, ils peuvent pas être compétents, c'est pas possible. Enfin, je suis désolé d'être aussi brutal, mais c'est ça. Hein. Non, mais je sais pas si c'est tant une question de bourgeois. Déjà, on pourrait revenir sur ce qu'est le terme bourgeois, etc. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous observez les parlementaires que nous avons aujourd'hui, qui sont issus, entre guillemets, de la société civile, comme on dit. Ces gens sont largement incompétents. En réalité, ils font ce job comme ils feraient n'importe quel job, sauf qu'ils sont très très bien payés à rien branler. C'est quand même un sérieux problème. Je voudrais m'attarder, alors puisque tu parlais des bourgeois, la bourgeoisie, les gens issus des bourgs, existaient déjà à cette époque-là. Alors, ce qui est un petit peu... pas dans ce sens-là enfin, c'est pas dans ce sens-là que je pensais. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais nos auditeurs peut-être pas. C'est pour ça que je voulais le préciser. J'ai eu une discussion il y a peu de temps avec Sky et on évoquait en fait les classes marchandes. On est bien en fait aujourd'hui sur le règne des classes marchandes. C'est-à-dire que on avait quand même une structure de la société qui était scindée en 3 ordres. C'est donc la tripartition de la société qui existe depuis très très longtemps, depuis peut-être le début de l'âge du bronze ou même le chalcolithique, comme enfin si on reprend les travaux de Georges Dumézil. Mais à un moment donné a émergé ce quatrième entre guillemets cette quatrième partie. J'ai pas envie de l'appeler un ordre parce que c'est pas un ordre, c'est marchand en fait, qui ont violé en fait un principe de base. Ils se sont enrichis sans travailler. Et aujourd'hui, c'est très très difficile de faire comprendre aux gens que ce n'est pas honorable. Non, ce n'est pas honorable de faire du négoce. C'est-à-dire acheter 4 € un machin pour le revendre 10 €. Non, c'est pas honorable. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. Ce n'est pas comme cela que ça devrait fonctionner. Or, toute la proposition de la République est basée là-dessus. Et il a fallu très tôt détruire les 3 ordres. Donc, oratores, bellatores et laboratores, tout ça, exit. Dehors, on n'en parle plus. Or, c'est ce qui maintenait la société en symbiose. Si l'on observe la République, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Elle va nous dire que la royauté, c'était une dictature. On est comparé régulièrement à des fascistes ou à des nazis, quoi. Ce qui est quand même assez odieux, surtout venant de la part de gens qui pratiquent allègrement tout cela. Il faut rappeler ici que le roi avait l'amour de son peuple. Oui. C'est quand même fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que n'importe quel président, même alors que ce soit en France ou ailleurs,
a-t-il réellement l'amour de son peuple? Alors il y a peut-être eu des exceptions, peut-être que le général de Gaulle avait sincèrement l'amour du peuple français. On peut quand même l'estimer, même si certains détracteurs détestent le général de Gaulle, on peut estimer qu'il aimait la France et qu'il aimait les Français. Mais le roi, c'est certain, il aimait son peuple. Et d'ailleurs, les rois et l'aristocratie avaient plutôt intérêt à savoir gouverner, réellement. Parce que en ces temps anciens, la punition, la sanction arrivait très vite et elle faisait très mal. On peut évoquer, je sais pas moi, là, on en parle sans arrêt, mais les jacqueries, la révolte d'Étienne Marcel, là, le prévôt des marchands, qui a mal fini pour le prévôt des marchands. Encore un marchand, oui. Oui, c'est bizarre, tiens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens de ces époques-là connaissaient le prix de la vie, comme je le disais, et la violence pouvait se déchaîner à n'importe quel moment. Alors, c'est la raison pour laquelle il a fallu désarmer très rapidement les gens, également. Alors, chers amis, c'est le moment de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette émission, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications, de partager, de commenter. Tout ça est très important pour le référencement de la chaîne. Je rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Discord et intégrer l'un des 17 cercles de gentilshommes. C'est l'occasion pour nous tous de nouer des liens dans le réel. Nous avons aussi tout un arsenal de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee afin de nous aider à améliorer nos émissions. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Tiens, pour une fois. Allez. Comme ça... excuse-moi, Abba, mais c'est moche. Ouais, je sais, mais je m'en fiche, tu vois, sur ce coup-là. Parce qu'on est tout le temps d'accord entre nous et au bout d'un moment, on s'ennuie. J'ai envie de foutre un peu le bazar, tu vois. Vous nous le direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Mais en ce qui concerne les marchands, justement, bon, s'enrichir à outrance, sans travailler, ok, je suis d'accord. Sauf que, bon, quand même, il faut être honnête, il y en a beaucoup qui se sont enrichis en suant sang et eau. Mais ce que l'on peut leur reprocher à ces gens-là, ce serait pas plutôt d'avoir pris le pouvoir de façon fallacieuse plutôt que de s'être enrichi. En fait, c'est une vraie question que je pose. Est-ce que le fait quand même de s'enrichir, si c'est fait, bien évidemment, alors je précise encore une fois, de façon honorable, c'est-à-dire qu'on sue sang et eau pour gagner de l'argent, et gagner beaucoup d'argent, pourquoi pas. Moi, je connais tout un tas de patrons de PME qui sont à leur taf à 5 heures du matin, 2 heures, 3 heures avant leurs employés. Je suis désolé, mais s'ils gagnent 15, 30 000 euros par mois, ce qui est moins le cas en ce moment, c'est clair, moi, j'estime qu'ils l'ont pas volé. Maintenant, est-ce que ces gens-là ont vocation à prendre le pouvoir? Et c'est là où je pose la question. Non, mais ça, ok, je dirais non, et ensuite je vais répondre à ce que tu dis. Prenons un exemple concret. Parce qu'au fond, on n'est pas des communistes non plus. Non, absolument. Voilà, Prenons un exemple concret. Au XVe siècle, au monastier sur Gazeille, l'abbé a vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, et une de ses sources de revenus était le négoce du vin. Il achetait du vin dans la Drôme et il venait le distribuer au Puy-en-Velay. En plus, c'était un homme d'église. C'est quand même un petit peu moche. Par contre, on peut pas en dire autant du charretier qui trimballait les tonneaux de vin. Ouais. Pourtant, en fait, il se faisait l'accessoire de ce système. Eh ben, ton patron de PME, alors oui, il travaille. Ah oui, il se lève tôt, etc., pas de souci. Il va user, en fait, de ses qualités, ou de ses défauts d'ailleurs, pour diriger des hommes, etc. Mais il se fait l'accessoire du système. Moi, c'est un très très gros problème, je trouve. Oui, il n'a pas vocation à assumer le pouvoir. D'ailleurs, je pense que la plupart de ces gens, ils ont pas que ça à foutre. Et non, ils veulent pas accéder au pouvoir. D'ailleurs, la plupart des gens qui commencent en fait à rentrer en politique parce que ils ont gagné de l'argent, ils travaillent plus. En vrai, ils passent leur temps à faire de la représentation. C'est un problème. Enfin, on nous dit bien quand même, vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Alors, ça peut être pris littéralement, mais ça peut aussi être compris d'une manière un peu philosophique. C'est-à-dire que moi, je suis sculpteur, je fabrique mes sculptures et puis je vais les revendre. Ok. Maintenant, si je fais fabriquer les sculptures par quelqu'un, j'achète les sculptures et je les revends. Non, ça c'est un problème. Qu'est-ce que t'en penses, Tonio? Pour pousser ton exemple et rester au XVe siècle, si tu prends le cas de Jacques Coeur, tu vois qu'après une immense fortune qu'il a pu amasser et devenir en fait dangereux pour l'État, c'est ça. Hein, tout à fait, bien sûr. Trop d'argent, c'est de la dangerosité. C'est à peu près le même principe pour les Templiers. Le roi prend la décision de se débarrasser de cette menace
Et ça a un côté plus pragmatique, plus pour le bien commun, plutôt qu'un intérêt seul du roi qui prendrait la fortune pour lui et puis qui n'a rien à Mais faire. c'est ça, c'est intéressant ton exemple parce que en fait il est souvent mal compris, c'est-à-dire que effectivement ça paraît injuste dans notre société actuelle. C'est horrible. Oh, vous vous rendez compte, le mec il a travaillé, on le pique sa thune. Ok. Enfin, je pense qu'à ces époques-là, ils avaient quand même cette notion bien ancrée que si on commence à vouloir s'élever au-dessus du pouvoir royal, on représente une menace. Mais on reprend, en fait, ça paraît injuste, mais on fait œuvre à ce moment-là comment dirais-je, on est en train de garantir on rétablit l'équilibre. Oui, voilà. C'est un équilibre à maintenir en permanence. Absolument. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, alors je n'engage pas la parole du cercle Richelieu là-dessus, moi, à titre personnel, je suis pour le rétablissement d'une féodalité. Et oui, avec un seigneur, en fait. Alors, bien sûr, dans l'histoire de France, on a tout un tas de goujats qui étaient des seigneurs, mais ça se passait pas toujours très très bien pour eux à la fin. les goujats n'ont jamais réussi. Il y a que sous la République que les goujats réussissent. Le principe d'avoir un seigneur, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui est là pour assurer l'équilibre des trois ordres. L'aristocratie française payait l'impôt du sang. Ouais. Oui, ça aussi, il faut l'évoquer. On parle toujours des fameux privilèges. Si on écoute l'éducation républicaine, en gros, la noblesse française, c'était une bande de milliardaires qui se tapaient sur le bidon en partousant et puis en faisant je sais pas quelle connerie dans de la vaisselle en diamant, quoi. Oui, à noter aussi que l'impôt du sang, certes, ils le payaient, mais jusqu'au XIVe siècle, dans la féodalité, les seigneurs payaient aussi la taille. Enfin, payaient aussi les impôts. Oui. Oui, et puis ce qui semble un peu contradictoire, tu me diras. Et puis tu pouvais être un seigneur sans avoir de bannière, tu n'étais pas banneret et t'étais tout seul. Et tu pouvais être un baron pauvre, ouais, c'est ça, ouais. Avoir des titres, bien sûr. Être de la très vieille noblesse d'épée et être extrêmement pauvre et en être réduit à braconner, quoi, sur tes terres, certes, mais à braconner. Ouais, mais oui, c'est un équilibre entre des gens qui peuvent s'enrichir, mais qui ne doivent pas être au-dessus de ce qui est le garant de l'équilibre total, c'est-à-dire le roi. Personne ne peut être au-dessus du roi, et encore moins être au-dessus de Dieu. Voilà, oserais-je le préciser. Chose qui est courante dans la République. Mais en fait, ce que je tiens à souligner, c'est que donc le roi et ses conseillers avaient plutôt intérêt à savoir bien gouverner. Oui, tout à fait. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que la sanction pouvait être fatale, définitive, etc. Et surtout définitive. Ce que j'estime, c'est qu'il existait un réel rapport de force entre le peuple et le pouvoir royal, en réalité. Il y avait un vrai rapport de force. Aujourd'hui, les derniers événements nous le prouvent, il n'y a pas de rapport de force. Enfin, je veux dire, observer les individus habillés en noir avec des casques de moto, la fameuse bravem, j'ai pas souvenir dans l'histoire de France qu'on ait eu l'équivalent. Alors ça fait bondir les républicains parce qu'ils sont tous persuadés que les armées royales passaient leur temps à massacrer le peuple. Non, désolé. Bah non. La République a la République a certainement tué plus de ses citoyens que les rois n'ont tué de leurs sujets. C'est comme ça. Mais c'est clair. C'est con. L'époque médiévale ou du temps de nos glorieux rois de France, c'était certes pas des époques idylliques. Ça, on est d'accord. Je veux dire, c'était pas rose tous les jours. Mais il y avait quand même une certaine justice, je dirais. Oui, et puis les sanctions étaient plus ferme. On en a parlé dans la toute première émission de Genix. On avait vraiment une symbolique énorme. Oui, il faut pas croire. Moi, j'en avais parlé de cette histoire là où un individu de la garde de l'évêque était soupçonné d'avoir violé la fille du prévôt des bouchers. Je me rappelle bien au puits. En fait, la basse-ville, c'est-à-dire les tripiers et les bouchers, en fait, ont surgi dans le poste de garde de l'évêque, se sont saisis du sergent de la garde et l'ont couvert de chaînes et l'ont jeté du haut d'une tour. Voilà, terminé. Et personne n'a moufté. Ouais, c'est sûr, ça calme. ça calme. Imagine, on ferait ça en ce moment avec les préfets qui ont ordonné le masque obligatoire et compagnie, là. Enfin bon... ça aurait totalement changé la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Sans remonter sur un préfet, un simple violeur qui s'en tire à bon compte, aujourd'hui, il s'en tirait pas à si bon compte à cette époque-là. Ah non, c'est clair. Mais ça, en fait, ce que nos détracteurs soulignent très souvent, c'est la barbarie. La punition, elle était barbare. Or,
est-ce qu'aujourd'hui on est moins barbare? Moi, c'est une question que je me pose régulièrement. C'est beaucoup plus barbare. Tu vois, est-ce que c'est une autre barbarie, on va dire. Il faut se remettre toujours dans le contexte de l'époque. C'est toujours pareil. Non, c'est même pas ça. C'est que oui, déjà, oui, t'as raison. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais quand évidemment. Je sais pas, vous vous souvenez de cette pauvre jeune fille qui s'est fait traîner par une bagnole là. Enfin, l'acte est barbare, ok, mais derrière, le traitement qui est assuré par la justice est d'autant plus barbare, puisque les justiciables s'en tirent à bon compte, la famille ne trouvera jamais un exutoire à sa peine, et cette pauvre jeune fille, voilà, elle n'existe plus. Alors ça veut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas des exactions à arriver. Il y avait ce qu'on appelait on pouvait dérober des pucelles, ça c'était pas bien, fallait pas le faire. Oui, mais ça fait partie. Si je ris, c'est nerveux. Dérober des pucelles, ouais, voilà. Mais les gens qui dérobaient des pucelles, ils morflaient assez fort quand même. Ouais, puis, c'est clair. Du coup, ça canalisait un peu tout le monde, quoi. Alors, en fait, je voudrais conclure enfin, après, je vous laisserai la parole, mais ce que je voudrais dire, c'est le pouvoir actuel se fout de nous, se fout des Français, et il a raison, parce que les Français, dans leur grande majorité, sont devenus indolents et veulent, d'accord. La République, en fait, a désarmé sa population, mais à la fois concrètement, c'est-à-dire que plus personne n'a d'armes, mais également mentalement. La plupart des Français sont désarmés mentalement. Pour diverses raisons, parce que la République a été très très maligne. Par exemple, les gens ne veulent plus s'occuper de politique. Ah non, ça c'est pas intéressant, ça sert à rien. Et puis en plus, les gens, ils arrêtent pas de s'engueuler à table. Voilà. Alors, donc, c'est clos, terminé, on a dépolitisé tout le monde. Et donc, pour conclure, entre un roi catholique qui a au fond de son cœur l'amour de son royaume et de ses sujets, et un président vendu à des puissances financières qui au fond de son cœur n'a que l'amour de la richesse et du pouvoir, aux dépens d'une population entière, moi, je choisis le roi. Alors, vous qui nous écoutez, qui allez-vous choisir? Qui, voilà. Mes amis? À vous, messieurs. Ouais, alors c'est marrant parce que cet après-midi j'écoutais une interview de Régis Le Sommier, vous savez, d'Omerta, qui a fait un reportage sur l'Ukraine, et il était sur Sud Radio. Et il disait très exactement ce que nous pensons, et ce qui a été évoqué justement dans un épisode du Café Richelieu, Colonel, où tu étais présent. Vous parliez de la guerre civile et justement de la résilience des hommes. Tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que un petit sodomite du tertiaire à la peau grise et aux épaules de serpent va faire la guerre? Bon, c'est absolument pas avec ces termes qu'il a dit ça, mais Régis Le Sommier a très bien dit que en France, pour aller faire la guerre, ça n'arrivera pas, parce que justement le français n'est plus du tout le poilu de 14, où c'était des hommes solides qui étaient issus de la terre, qui étaient des hommes durs. On a oublié les dizaines de millions de morts de la Première Guerre mondiale, et ce qu'il faut dire par rapport à cette capacité ou non de faire la guerre, moi ce que j'ai remarqué, c'est que à la fois du côté ukrainien comme du côté russe sur place, ceux qui font la guerre sont des gens qui sont habitués à vivre à la dure. Les Russes, c'est des peuples résilients, ce sont des peuples de paysans, de mineurs, oui, et comme la les qualité, Ukrainiens, comme les Ukrainiens. Donc ils se font une guerre très dure. Je ne suis pas sûr personnellement que le jeune Français aujourd'hui ait les capacités physiques de mener une guerre dans des circonstances comme le Donbass que j'ai vécu moi au mois de janvier, par des températures de -15 où il faut supporter des duels d'artillerie quasiment non-stop. Là on est face à une guerre conventionnelle comme on n'en a pas vu en Europe depuis très longtemps, et c'est extrêmement meurtrière, et on n'a pas l'impression de ça en fait. Quand on écoute la plupart du temps la façon dont la guerre est narrée, on n'a pas l'impression de cette réalité, de cette dureté, et des hommes, de la qualité d'hommes. N'oublions pas que 14-18, si la France a gagné en 14-18, peut-on encore appeler ça une victoire? Quand on a perdu 250 000 hommes tous les ans pendant 4 ans, c'est parce que c'était des paysans qu'on envoyait, c'était des gens qui étaient durs, qui étaient solides. Aujourd'hui, on n'a plus cette qualité d'hommes, malheureusement. Qui étaient des hommes, je vais pas le redire, mais en fait si, je vais le redire, qui étaient des hommes résilients. Des hommes résistants. Des hommes résistants, ouais, voilà, ouais. Je pense que, Tonio, peut-être pourrais-tu conclure, mais je vous citerai juste un extrait une fois que pour conclure tout à fait le propos que disait Abba tout à l'heure. Mais vas-y, je t'en prie, Tonio. Je vais vous reciter Bainville, une longue citation qui parle, vous allez comprendre une généralité à propos d'un exemple précis. Ce qu'on appelle la révolution communale fut, comme toutes les révolutions, un effet de l'enrichissement, car les richesses donnent la force, et c'est quand les hommes commencent à se sentir sûrs du lendemain que la liberté commence aussi à avoir du prix pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui marche pour la révolution communale, pour
la Révolution de 89, pour les Jacquerie de 1358. Mais aujourd'hui, on dit depuis tout à l'heure, et la semaine dernière on dit aussi, que la France, au contraire, une partie se devenait de plus en plus pauvre et que c'était cette partie qui entre guillemets faisait la révolution. Alors en fait, si on suit cette logique qui a plus de 2000 ans, qui est ancestrale et qui est systématique, qu'est-ce qu'on peut espérer en fait? Oui, tout à fait. Ouais, bah oui. Alors, pour conclure, je vais vous citer, c'est tiré de Les armées françaises de la guerre de 30 ans par Stéphane Thion, excellent bouquin. Donc c'est un récit qui est fait au baron Sirot sur l'attaque des brigades d'Enghien en 1644, les régiments persans, Enghien, Conti et Mazarin, sur l'infanterie française qui était solidement retranchée. Nous étions retranchés en des lieux où je croyais qu'il n'y eut que des oiseaux qui purent approcher. Nous avions embarrassé toute la montagne des abattis de bois que nous avions fait couler sur la pente. Nous étions fortifiés en différents endroits et nous étions couverts de plusieurs forts. Ces difficultés n'ont pas empêché Enghien de nous en déloger, ni le sang, ni le carnage n'ont pu arrêter son impétuosité. Il a donné comme un lion, et la hors du péril n'a fait qu'augmenter son courage. En vérité, il n'y a que les Français qui puissent entreprendre de pareilles choses. Les autres nations n'en sont point capables, et il faut une vertu plus qu'humaine pour réussir en de pareilles entreprises. Voilà ce qu'on pensait de nous en 1644. Eh ben, je pense que ça va être le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Oui. Oui. Sur un rappel que seuls les Gaulois ont réussi à prendre Rome, et que seuls, si c'est 1800, après, seuls les Français ont réussi à prendre Moscou. Il n'y a qu'un seul sang qui peut se permettre d'avoir une gloire militaire aussi. Eh bien, chers amis... Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis rendez-vous non pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines, vu que ce mois-ci, il n'y aura que 2 émissions. Castellan nous a beaucoup manqué pendant cette émission. On espère que sa connexion ira mieux. En attendant, je vous dis, protégez la foi catholique, devenez royalistes, et en attendant, vive le roi. Vive le roi, vive Dieu, vive la France, soyez royalistes. Vive la France, vive le roi, devenez royaliste.